Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, retournons dans le passé pour analyser un mouvement culturel, esthétique et artistique historique qui se développe en France puis dans toute l'Europe entre 1660 et 1680. Aujourd'hui, parlons du classicisme. Il est très intéressant d'étudier comment le classicisme est apparu et s'est affirmé pendant cette période, puis ensuite de voir en quoi il a marqué celle-ci. C'est l'heure de retourner dans le passé. Tout d'abord, le mot classicisme est apparu dans la langue française seulement au XIXe siècle pour désigner un mouvement qui rassemble l'ensemble des caractères propres aux œuvres littéraires et artistiques de l'Antiquité et du XVIIe siècle. Aujourd'hui, nous utilisons ce mot pour parler seulement de la période classique entre 1660 et 1680. Il faut savoir que le règne de Louis XIV est très lié au classicisme. La centralisation monarchique qui s'affirme dès 1630 sous l'autorité de Richelieu puis Mazarin, et donc la notion d'ordre, sont des valeurs très recherchées dans le classicisme. La création de l'Académie française en 1635 aura aussi une influence majeure sur le mouvement en ambitionnant de codifier la langue et de réglementer la composition des œuvres. Ainsi, les valeurs comme la raison, les règles et l'ordre seront très présentes dans ce mouvement. Analysons plus en détail les particularités de ce mouvement. Tout d'abord, nous pouvons voir une grande inspiration des anciens. Par exemple, Racine publiera des pièces comme Britannicus, Phèdre ou Andromaque, qui s'inspirent de la mythologie grecque ou de l'histoire de l'Empire romain. La raison, influencée par Descartes et la fameuse phrase Cogito ergo sum, joue un rôle très important dans le mouvement. Attention, les héros classiques ne sont souvent pas rationnels, mais on retrouve le conflit raison-passion dans les œuvres classiques qui montrent la difficulté des personnages à se soumettre à la raison, préférant plutôt les passions. Pour donner l'impression du naturel, les règles de vraisemblance et bienséance vont jouer un rôle majeur au XVIIe siècle. L'objectif de la vraisemblance n'est pas de montrer la vérité, comme disait Boileau dans son art poétique, le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable, mais de montrer des histoires cohérentes par rapport aux mœurs de l'époque. La vraisemblance permet une morale, et donc au public de réfléchir par lui-même à ses propres passions. La bienséance, quant à elle, interdit les acteurs au théâtre de choquer le spectateur en limitant les violences et intimités physiques sur scène par exemple. Souvent délaissé auparavant, le théâtre a connu, lors de cette période, une vraie révolution. Le Cid, écrit par Corneille en 1636, est le point de départ de l'application d'un code théâtral qu'on retrouvera par la suite. On retrouve la règle des 3 unités qui impose une action unique, concentrée en un jour, en un seul lieu. La pièce est aussi écrite en alexandrin et s'inspire essentiellement de l'Antiquité gréco-latine. Boileau va résumer les règles de l'écriture classique dans son art poétique en 1674. Qu'en un jour, qu'en un lieu, un seul fait accompli, tienne jusqu'à la fin, le théâtre rempli. Molière et Racine vont, quant à eux, être les principaux dramaturges du théâtre classique de cette époque. On retrouve toujours l'influence de la monarchie et de Louis XIV qui va encourager les deux dramaturges, Molière en premier, puis Racine, à représenter leurs œuvres d'art devant lui-même et la cour. Molière va écrire des comédies célèbres comme Don Juan, L'Avare, Tartuffe, etc. et va chercher à donner une forme de noblesse à celle-ci. Racine arrivera un peu plus tard et permettra à la tragédie classique d'atteindre son apogée. Il devient un proche de la cour et de Louis XIV après le succès de sa pièce Alexandre le Grand. Il écrit aussi des pièces restées célèbres comme Andromaque, Phèdre et plein d'autres. Les autres genres ont aussi connu une influence par rapport à l'époque classique. Le roman, considéré comme un genre très mineur à cette époque, va être représenté par La Princesse de Clèves, par Madame de Lafayette. La poésie va être elle aussi éclipsée par le théâtre. Mais La Fontaine va écrire des fables qui reprendront la rigueur classique et auront à chaque fois une morale pour faire réfléchir le lecteur. La peinture classique va reprendre la philosophie des genres littéraires en s'inspirant des anciens. Les peintres classiques cherchent à symboliser le triomphe de la raison sur le désordre des passions. La composition doit primer sur la couleur, le concept et la séduction des sens.
Le précurseur est le peintre italien Raphaël, qui représentera des sujets nobles et chercha l'idéal de la perfection et de la beauté. Du côté français, on peut citer Philippe de Champaigne, Nicolas Poussin et Charles Lebrun comme représentants du mouvement. Pour conclure, le classicisme a vraiment impacté tous les genres et a permis l'émergence de chefs-d'œuvre. Vers la fin du XVIIe siècle, les défaites militaires et la misère du royaume vont prendre le pas sur l'idéal de l'âge classique et des auteurs comme La Bruyère et Fénelon vont commencer à critiquer la monarchie absolue. La querelle des anciens et des modernes, vers 1680, va marquer une rupture entre les tenants de l'art classique et les modernes qui cherchent à créer une nouvelle façon de penser et un nouveau mouvement. Certains auteurs vont perdurer après cette querelle, mais le classicisme va s'éclipser progressivement et des nouveaux mouvements, comme les Lumières, vont commencer à apparaître. Je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner pour plus de contenu historique. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!